Le petit livre sur la propagande de guerre est né d'un cours de critique historique distillé à plus de 1300 étudiants chaque année et où j'essayais de faire comprendre aux étudiants que les discours sur la guerre doivent être évidemment analysés, décortiqués. Et j'avais comme exemple l'ouvrage de Ponsonby, qui était un pacifiste anglais, qui avait travaillé dans les officines de propagande de la Première Guerre mondiale et qui avait vu de près comment on construit une mentalité de guerre, comment on mobilise la population pour lui faire accepter quelque chose qui au début lui répugnait, c'est de participer à la guerre. Et donc, à travers ces exemples de Ponsonby, j'ai essayé d'organiser ça en 10 principes de propagande de guerre. On aurait pu en mettre 8 ou 12, mais comme Dieu, j'ai pris 10 comme nombre vedette. Et dans ces principes, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce qui a été à l'œuvre pendant la Première Guerre mondiale a aussi été à l'œuvre dans l'entre-deux-guerres, dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre froide, et ces principes sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Et donc, pour chacun de ces principes, on va voir ce qu'on en disait au début du XXe siècle, et puis on peut voir qu'au XXIe siècle, on emploie encore toujours les mêmes méthodes. Et le fait d'avoir cette grille d'analyse permet de passer au crible les discours politiques d'aujourd'hui. Et je dois dire que j'ai la satisfaction de rencontrer souvent des étudiants qui me disent « Ah, j'ai vu à la télévision le discours de… » et j'ai retrouvé le point 4, le point 6, le point 3, etc. Donc ça, c'est l'utilité d'avoir une grille d'analyse pour pouvoir y soumettre les discours d'aujourd'hui avec les mêmes critères qu'on a pu appliquer à la Première Guerre mondiale. Un des principes élémentaires de la propagande de guerre, c'est d'expliquer à la population que nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes des doux, des pacifistes, des gentils, mais c'est l'autre qui veut la guerre et que donc nous ne faisons que répondre. Nous sommes en état de légitime défense. Et dans les guerres mondiales, on a vu cette même rhétorique des deux côtés, l'un disant « nous avons été attaqués par les nazis », ce qui est une évidence, mais du côté allemand, on prétendait que la situation de 1940 était une situation d'encerclement où la pauvre petite Allemagne était entourée de toutes parts par des ennemis et que si elle voulait survivre, eh bien, elle devait faire une attaque préventive. Et cette notion d'attaque préventive, on va la retrouver dans beaucoup de guerres du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc il faut faire croire à la population que nous sommes en état de légitime défense. Toute la faute vient de l'autre, évidemment. Un autre principe important, c'est de montrer le leader du camp adverse comme étant un monstre. Alors ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Le monstre, c'était le Kaiser, l'empereur d'Allemagne. On le présentait comme le monstre par excellence qui avait fait personnellement incendier la cathédrale de Reims ou la ville de Louvain, etc. Et le but de la guerre était donc, dans un premier temps, montré comme étant de devoir capturer ce monstre. Et lorsqu'on aurait capturé ce monstre, la paix reviendrait sur l'Europe comme elle était auparavant, reviendrait à un état de grâce. Or, ces monstres, eh bien, ça dépend des moments. Ils peuvent être des monstres par intérim. Et dans le cas du Kaiser, avant 1914, il était présenté dans les pays alliés comme quelqu'un de très sympathique. La presse anglaise était enthousiaste quand il venait rendre visite à sa parente, la reine d'Angleterre. Et après 1918, lorsque les troupes alliées sont allées en Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait du Kaiser? Est-ce qu'on lui a fait un procès retentissant? Est-ce qu'on l'a exécuté sur la place publique? Pas du tout. On a permis qu'il s'enfuit
et qu'il passe le reste de sa vie dans un exil qui n'avait rien de très tragique, puisqu'il a passé le reste de sa vie dans un beau château aux Pays-Bas. Et donc, les monstres, selon les avatars de la politique, peuvent être des interlocuteurs valables, des monstres, de nouveau des gens bien sympathiques. Et on voit ça avec des monstres de notre époque, comme Kadhafi, par exemple, qui a été un personnage recherché dans le monde entier comme le chef du terrorisme international, et puis un interlocuteur valable qui est accueilli par Sarkozy dans les jardins de l'Élysée, qui y plante sa tente, qui est reçu à Bruxelles avec tous les honneurs du chef d'État, et puis qui va de nouveau repasser un statut de monstre et qui va être tué de manière assez glauque par notamment l'armée française. On peut voir la même chose pour Saddam Hussein, on peut voir la même chose pour une série de personnages, et même pour Osama Ben Laden, qui à un certain moment a fait d'excellentes affaires avec la famille Bush, des affaires financières, et puis qui est devenu l'homme le plus recherché. C'est aussi un monstre par intérim. Et donc, cette idée que l'autre est le mal incarné, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la politique. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait Poutine. Dans la propagande de guerre, il faut toujours relever les atrocités des autres. Ce sont les autres qui font volontairement des atrocités. Et on va mettre en valeur ces atrocités qui sont souvent réelles, parce que dans toutes les guerres, il y a des atrocités. Mais bien sûr, on va taire les atrocités qui viennent de notre propre camp. Elles ont lieu effectivement aussi, mais celles-là, on ne va pas en parler pour ne relever que ce que font les autres. Nous, si on doit absolument parler d'atrocités de notre camp, eh bien on va dire que c'est tout à fait involontaire, c'est une bavure, va-t-on dire, quand il s'agit de notre camp, tandis que pour les autres, c'est quelque chose de mûrement réfléchi. Alors, il est évident que c'est à l'œuvre dans la Première Guerre mondiale, où on parle des enfants belges aux mains coupées. Bon, c'est un bobard de guerre, mais qui a beaucoup mobilisé la propagande et la population pendant la Première Guerre mondiale. On disait que les Allemands avaient coupé les mains de tous les bébés belges, et les gens s'enfuyaient en croyant ce bobard. Fort heureusement, ce n'était pas vrai, mais il y a eu, bien sûr, des massacres de civils pendant la Première Guerre mondiale et des massacres dus aux troupes allemandes, que ce soit à Dinant, à Rossignol, à Visé, etc. Ces massacres ont bien eu lieu, mais nous allons soigneusement taire ce qui est massacre ou horreur de notre propre camp. Et pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, si à juste titre on met en valeur les atrocités des camps, bien sûr, atrocités dont ont été victimes les Juifs, mais aussi les prisonniers politiques, les adversaires politiques allemands, et puis de l'Europe occupée, on met quand même fort peu l'accent sur les massacres que nous avons réalisés. Par exemple, le bombardement de Dresde. Dresde était une ville qu'on appelait la Florence allemande, une ville d'art, une ville d'intellectuels, et où avaient conflué à la fin de la guerre tous des réfugiés venant des pays baltes, du nord de l'Allemagne, et très peu de combattants. Et nous avons rasé cette ville, nous avons fait des massacres de civils à Dresde, mais nous en parlons peu. On dit que c'est une revanche par rapport au bombardement qui avait été fait par les Allemands au début de la guerre sur Coventry. Et puis Hiroshima et Nagasaki, nous en parlons quand même relativement peu. Or, ce sont aussi des massacres de civils, de vieillards, de femmes, d'enfants, de tout ce que vous voulez, qui ont connu là une mort atroce suite au bombardement
atomiques de l'Enola Gay et des avions américains. Donc là, on présente ça comme un bombardement humanitaire. C'était pour mettre fin à la guerre. On ne dit pas que c'était aussi pour montrer sa supériorité dans les armes par rapport aux soviétiques. On ne dit pas que les soviétiques étaient sur le point d'entrer au Japon et que donc c'était déjà une façon d'entamer la guerre froide avec eux. Non, c'est pour terminer la guerre, c'est dans un but humanitaire, c'est pour sauver des milliers de vies de GIs américains qu'on a bombardé Hiroshima et Nagasaki. Donc il y a 2 poids et 2 mesures. Quand ce sont des atrocités de l'ennemi, on va naturellement en parler pendant des décennies, on va les mettre en valeur dans toute la propagande, tandis que nos propres atrocités, elles vont apparaître comme étant finalement quelque chose d'involontaire, une bavure que nous avons été bien contraints d'effectuer. Dans la propagande de guerre, il est important de faire croire à la population que les acteurs, les intellectuels, les artistes sont tous de notre côté et soutiennent l'opération. Et donc, il sera important d'avoir des articles, mais aussi d'avoir des shows qui soutiennent l'effort de guerre. On fera danser des vedettes sur les tanks. Et qu'est-ce que ça donne comme impression à la population? C'est une impression d'unanimité. Tout le monde est pour la guerre, tout le monde soutient cet effort de guerre. Même si, a priori, une chanteuse comme Britney Spears n'a pas une formation politique sûre pour distinguer quel est le camp qu'il faut soutenir, on va la mettre en valeur, elle va aller danser en Afghanistan, chanter pour les troupes, etc. Alors c'est un très vieux système. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, on a mobilisé les artistes, les peintres pour montrer les atrocités allemandes, pour montrer l'effort de guerre de la nation autour de son roi, etc. Et il y a malgré tout toujours des gens qui refusent cet embrigadement. Parce que, bon, il y a une centaine d'artistes et intellectuels qui ont signé une pétition pour le soutien français à la guerre ou pour le soutien allemand à la guerre, mais il y en a d'autres qui se sont tus. Alors, ceux qui se taisent, ceux qui n'embrayent pas dans cette propagande de guerre, ils vont tout de suite être considérés comme des agents de l'ennemi. Si vous vous posez des questions du genre « Est-il nécessaire de bombarder les écoles de Belgrade pour sauver hypothétiquement les enfants kosovars ?» Si vous posez la question, vous êtes déjà quelqu'un de dangereux. Et la presse a mis en valeur, par exemple, ce qu'elle a appelé les amis français de Milosevic. Mais au moment de la guerre en Yougoslavie, être présenté comme un ami de Milosevic, c'était extrêmement dur. Et qui est-ce qu'on trouvait là-dedans? Oh ben, il y avait Monseigneur Gaillot, par exemple, parce qu'il avait posé des questions à ce sujet, ou l'abbé Pierre était aussi sur cette couverture, parce qu'il avait posé des questions, il était déjà quelqu'un de dangereux, un ami de Milosevic. Et pour les autres guerres récentes, c'est la même chose. Si vous dites, est-ce qu'il faut vraiment attaquer l'Irak? On vous dit, ah, vous êtes pour Assad, vous? Non, mais je me pose la question. Est-ce qu'il fallait attaquer la Libye? Ah, vous êtes pour Kadhafi? Vous êtes... non, je ne suis pas pour Kadhafi, mais je me pose la question. Donc, rien que se poser la question est déjà quelque chose de dangereux en temps de guerre. Vous faites déjà considérer comme un élément peu sûr. Et dans certains cas, vous allez être victime d'ailleurs de la répression. Un instituteur français qui, dans sa classe pendant la Première Guerre mondiale, avait dit que les responsabilités de la Première Guerre mondiale étaient partagées.
s'est vu infliger non seulement de quitter immédiatement son poste, il a perdu son poste, mais il s'est vu infliger 2 ans de prison pour ça. Et donc, il n'est pas bon, en temps de propagande de guerre, d'avoir des doutes. Pourtant, quand la propagande déferle sur nous et essaie de nous persuader que nous devons absolument aujourd'hui bombarder la Libye ou l'Irak ou l'Afghanistan ou autre, qu'est-ce qu'on peut bien faire devant son petit écran, devant la masse d'informations que nous recevons? Eh bien, je crois que la seule chose que nous puissions faire, parce que nous n'avons pas la possibilité de croiser les informations comme on le ferait en histoire, en prenant les points de vue des deux adversaires, eh bien, la seule chose que nous puissions faire, elle tient en 3 mots. Nous pouvons douter, douter et encore douter.